nous allons faire une transition, mais avant, il faut bien reconnaître que la sagesse nous invite à ouvrir les yeux sur le réel, sur là où véritablement nous en sommes. On ne peut pas se masquer les choses dans la situation où nous nous trouvons. Guérir, c'est forcément, ça commence par prendre conscience de là où nous en sommes. Ça ne sert à rien de le masquer. Et malheureusement, le constat que nous pouvons faire sur cette situation tel qu'il a été montré, évidemment, il est violent. C'est dur à recevoir. Mais parce que c'est violent, ce qui se passe pour le minéral, pour le végétal, pour l'animal. C'est violent. Et nous devons voir ça et essayer de trouver en nous la force de l'accueillir et de le transformer en recréant, en retissant ce lien qui nous réunit à la Terre, comme ça a été dit, qui nous réunit à l'ensemble du vivant. Parce qu'il y a une espérance. Et cette espérance, c'est nous qui la portons. Comme a dit Abdelhak, si Dieu croit en nous, s'il a confiance en nous, c'est que quelque part, nous la méritons. Nous sommes à la hauteur de la situation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour revenir sur cette table ronde, l'appel du vivant, j'ai pensé qu'il était peut-être intéressant de demander à nos invités, à nos amis, quel est chez eux, dans leur vie, dans leur expérience, quel a été un moment particulier où ils ont entendu cet appel du vivant et qu'est-ce qui l'a provoqué. Vas-y. Alors, pour ma part, bon, déjà, enfant, j'étais déjà fascinée par les peuples autochtones, leur lien à la nature et plus particulièrement par les peuples autochtones d'Amazonie. Donc, ce sont des films, des photos qui m'ont très jeune connectée à ces peuples. Et voilà, et mon rêve était d'agir pour leur défense et pour la protection des forêts. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et l'élan, donc, ça a été progressivement. Et donc un jour étudiante, j'ai mené un projet de terrain pour me rendre donc en Amazonie, chez les Indiens Kayapo. Et donc pourtant, tout le monde m'avait dit, mais bon, tu vas passer 3 semaines maximum là-bas, où tu tiendras pas, alors que je passe 3 à 6 mois de l'année là-bas et que j'adore, je pourrais y rester plus. Mais on m'avait dit oui, voilà. Puis aussi, voilà, j'avais besoin de financement, donc j'avais fait des appels de bourse. Oh, tu les auras pas. Donc on me détournait de mon chemin. Ou ne va pas chez les Kayapo, c'est un peuple guerrier, tu vas jamais tenir. Enfin bon. Mais j'étais, j'étais déterminée. C'était un appel en moi, oui. Et mon souhait était d'agir pour eux. Et voilà, à ce moment-là, je me suis dit non, je n'ai pas écouté toutes ces voix. J'ai écouté mon cœur et ma détermination qui venait de mon enfance. Et j'ai monté ce projet. Et 10 jours avant la date de mon départ, pour le Brésil. Et pourtant, je n'avais pas les autorisations du gouvernement brésilien. Donc, j'aurais pu ne jamais rentrer sur les terres Kayapo parce que certaines personnes attendent 1 an, 2 ans pour avoir les autorisations. D'autres ne les ont jamais. Et bien, 10 jours avant la date de mon départ, le chef Raoni, qui est le chef Kayapo le plus connu, est venu en Europe pour donner des conférences, pour sensibiliser l'Europe à l'importance de protéger la forêt amazonienne. J'étais à sa rencontre et il m'a proposé de m'emmener dans son village. Donc il y a eu plein de synchronicités comme ça et qui font que maintenant j'œuvre depuis 22 ans auprès d'eux. Merci beaucoup. Johan. Moi,
Comment j'en suis venu là? Eh bien, j'ai fait d'abord des études en physique fondamentale. Voilà, donc j'ai fait une licence que je n'ai pas eue d'ailleurs, parce que juste avant la licence, en fait, j'avais cours avec Aurélien Barraud, et en fait, c'est lui qui, grâce à lui, c'est lui qui m'a montré que la physique, c'était pas fait pour moi, parce que je comprenais plus rien quand il me parlait de physique, enfin, quand il mettait les équations. Et donc je me suis dit, j'ai toujours voulu faire quelque chose, d'essayer de comprendre en fait l'univers. Et là, c'était une énorme déception. Je me dis, mais je peux pas comprendre l'univers. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout. Et puis il y avait une autre chose que j'aimais bien, c'était la psychologie. Et donc je me suis dit, bon, j'arrive pas à comprendre l'univers, je vais aller voir quelque chose qui est plus facile. Je vais essayer d'aller faire de la psychologie pour essayer de comprendre l'être humain. Et je me suis rendu compte finalement que c'est pas facile de comprendre l'être humain non plus. Et donc du coup, j'ai quand même continué jusqu'au master. Et à la fin de mon master, justement, j'ai commencé à me rendre compte de ce que je vous ai parlé, de la situation. J'ai commencé à lire des livres, me documenter. J'ai commencé à être d'ailleurs militant aussi au sein d'Alternativa, de faire des actions pour la justice sociale et écologique. Et puis en fait, ça m'a mis. J'ai reçu une claque, clairement, une claque. J'ai sombré dans une sorte de boulimie informationnelle où je devais comprendre ce qui se passait parce que à aucun moment de mes études et de ma vie on m'avait parlé de ça. Comment ça se fait que j'arrive en fin de mon master, que on me dise t'as un master de psycho et que je comprenne rien à l'état actuel du monde? C'est quand même fort. Et donc je me suis dit, là il y a quand même un problème. Et parallèlement à ça, j'ai reçu donc cette grosse claque de comprendre la catastrophe dans laquelle nous sommes. J'ai perdu pas mal de personnes autour de moi parce que quand on devient, quand on commence à ouvrir les yeux, à être lucide, déjà ça nous fait peur. Moi, ça m'a fait extrêmement peur. J'ai été en colère aussi. J'ai été profondément triste. Et puis je ne savais pas quoi faire. Impuissant, complet. Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'état du monde? Je suis trop petit. Je suis rien. Et donc, avec ma compagne, on a décidé, parce qu'elle était dans ce même cas, j'ai eu cette chance d'être accompagné, on a fait ça ensemble, et on est parti en tour du monde pour aller voir des écolieux. Et on s'est dit, on va essayer de comprendre en fait pourquoi il y a des gens qui choisissent de changer radicalement leur mode de vie pour aller et construire des écolieux, tandis que d'autres, des millions d'autres, non. Et donc, on est parti avec cette idée de faire un documentaire, je l'avais mis tout à l'heure, qui s'appelle La Voix des écolieux, de faire un documentaire sur comprendre comment est-ce que on se transforme et comment est-ce qu'on ramène plus de monde là. Et en se disant, clairement, on va partir, on est parti 9 mois, on est parti en sac à dos, de manière minimaliste. L'idée, c'était d'avoir des engagements forts. On a pris les derniers avions de notre vie, on a fait un engagement, on ne prendra plus l'avion, depuis on n'en a pas repris. Et on s'est dit, on va partir sans argent, en stop, et juste avec un sac à dos sur les bras pour non pas aller rendre visite à des cultures ou à des gens ou autres pour essayer de comprendre d'autres manières de fonctionner, d'autres manières d'être au monde, mais on va l'expérimenter. Et donc ça nous a emmené à justement l'écopsychologie, à tout ça, et à se sortir. En fait, on a compris que d'autres manières d'être au monde est possible. Et qu'en fait, on a une vision très restreinte de la manière dont il faut vivre. Et là, d'avoir fait ce voyage, moi, je reviens grandi, transformé. Et là, je me suis dit, mon engagement, c'est peu importe le résultat. Je ne m'occupe pas du résultat. Qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite? C'est de donner ce que je suis, c'est de transmettre ce que je suis et de travailler à vivre différemment. Et donc, à m'ouvrir à la spiritualité et autres, notamment dans le bouddhisme pour moi, mais voilà. Oui, je crois que pour ce qui me concerne, cet appel du vivant, je l'ai entendu
dans mon enfance, ma petite enfance. Je suis né à Paris, mais j'ai passé les 6 premières années de ma vie à la campagne, en Normandie, souvent chez des agriculteurs et dans des forêts de cette belle région qui s'appelle le Perche, qui a été démembrée à la Révolution française entre plusieurs départements. Et voilà, le souvenir des promenades et de la contemplation du ciel étoilé avec mes parents. Contemplation probablement où est née mon appétence pour l'astronomie. Et ce que je constate, c'est que plusieurs dizaines d'années après, cet endroit que je visite régulièrement a changé. Il y a eu davantage d'urbanisation, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est l'inaccessibilité du ciel étoilé à cause des aérosols, de la pollution lumineuse. Il est très difficile maintenant de voir la Voie lactée. La plupart des enfants des villes ne peuvent plus la voir et même ils ne voient pratiquement plus d'étoiles, seulement quelques étoiles brillantes. Et en Europe, c'est la situation pour une grosse partie de la population, aux États-Unis aussi. En plus, nous avons maintenant des satellites artificiels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des trains de satellites Starlink. J'ai vu ça pour la première fois il y a quelques mois dans le ciel à Lyon. Des satellites qui se suivent les uns des autres dans le ciel. Il y en aura peut-être 100 000 à terme, si on laisse Elon Musk et ses collègues libres de leur mouvement. On est très embêté en tant qu'astronome parce qu'on se demande si on pourra encore faire de l'astronomie avec tous ces satellites qui rayent le ciel de leur traînée lumineuse. Ça, c'est un changement que j'ai vécu dans ma vie. Un autre changement que j'ai vécu, qui a l'air tout bête, c'est la disparition des insectes. Ça paraît tout bête. Mais quand j'étais gamin, il y avait toutes sortes de coléoptères, il y avait toutes sortes de papillons dans le jardin de mes parents. Il y avait des salamandres, il y avait des crapauds, il y avait des hérissons, il y avait des serpents. Tout ça a disparu. Où est-ce passé? Donc on voit simplement l'observation banale vraiment au pas de sa porte, les changements qui se produisent dans la biodiversité, dans le ciel étoilé, pour ne pas parler évidemment des températures que chacun a pu éprouver au cours des derniers étés et qu'à l'Observatoire de Lyon où je travaille, on arrive à objectiver à travers des mesures de température qui servent à Météo France ou qui servent au modèle climatologique. Donc quand on constate un tel changement autour de soi, on se pose des questions et on se dit que faire. Alors évidemment, le pouvoir d'action est limité, mais on peut au moins agir pour soi, changer ses comportements et puis essayer de porter un témoignage et une explication. Parce qu'évidemment, les scientifiques sont sensibles aux signaux faibles, donc ils anticipent les événements qui vont se produire dans les années à venir, qui commencent déjà à se produire, mais la société a une telle inertie, une telle viscosité que c'est difficile d'accepter un tel changement dans la perspective qu'elle a sur la nature, sur les ressources. Un changement qui change même la signification de l'histoire humaine, qui, au moins depuis la Renaissance, prend la forme d'une course vers un progrès sans fin, en pensant que la technologie va apporter à toutes et à tous le bonheur. Donc la technologie n'a pas apporté le bonheur à toutes et à tous, elle a apporté éventuellement le bien-être, mais sûrement pas le bonheur. Et maintenant, on sait que même le bien-être, eh bien, la technologie, au moins telle que nous la pensons actuellement, ne pourra pas apporter le bien-être à toutes et à tous, à 8 milliards d'êtres humains qui vivent sur Terre. Il va falloir penser les choses autrement, redéfinir le bien-être et redéfinir le bonheur. Et ça, c'est un grand enjeu qui, évidemment, a une dimension spirituelle profonde, qui est vraiment au cœur de l'enjeu. Donc, c'est en cela que, finalement, à la fois par ma petite constatation de mon souvenir d'enfance et ma constatation dans les promenades, dans cette belle nature du Perche, et puis évidemment tous les colloques auxquels je participe en tant que scientifique, c'est par ces deux bouts-là, en quelque sorte, que j'ai entendu l'appel du vivant. Et puis, évidemment, le vivant, pour nous, c'est aussi un nom de Dieu, Al-Hayy. Hein, Al-Hayy, l'appel du vivant, c'est l'appel aussi de la vie spirituelle qui nous anime toutes et tous et qui donne du sens à notre vie et qui fait que, comme le dit la tradition prophétique, nous devons vivre pour
travailler pour l'autre vie, pour la vie à venir, comme si nous devions mourir demain, mais nous devons travailler pour cette vie-ci, hein, comme si nous devions vivre 1000 ans. Merci beaucoup. Avant de vous laisser la parole, parce que nous avons 15 minutes de questions, je voulais reposer une question à chacun de nos intervenants. D'abord, un souhait concernant Émilie. J'aimerais bien que tu demandes à ces êtres merveilleux que tu rencontres qu'est-ce qu'ils pensent de l'intelligence artificielle. J'aimerais bien connaître leur réponse. Mais vraiment, hein, je souhaiterais savoir quelle est leur vision et ce qu'ils en pensent. Et maintenant, dans ce que tu as dit, je voudrais revenir évidemment sur cette relation en l'ancien, au sens des hommes et des femmes. Et toi qui es allé plus jeune, hein, les rencontrer, quelle a été la chose, la parole, la rencontre qui t'a le plus profondément marqué? Alors, il y a beaucoup de choses là. Alors, déjà comme rencontre, c'est sûr ma rencontre avec le chef Raoni. Puis aussi ma rencontre avec Agostine, dont j'ai parlé, la chamane Guarani, que je connais, ça fait moins longtemps. Mais justement, des anciens qui sont dans la connaissance et qui sont de grands sages, et ce plaisir d'être à leur côté et d'être auprès de personnes qui comprennent, qui ont la sagesse, et d'être là et d'avoir, de se mettre en position d'enfant et ouvert à leurs paroles. C'est magnifique. Et ensuite, bien sûr, ma première rencontre avec les Kayapos, quand je suis arrivée avec Raoni dans son village, où donc on était dans un petit avion monomoteur qui a survolé la jungle. Puis je rappelle que la terre des Kayapos fait 3 fois la Suisse, voilà, recouverte donc d'Amazonie. Donc au départ, on a quand même survolé la déforestation, voilà, des champs de soja à perte de vue, la destruction, et puis d'un coup, la jungle à perte de vue. Voilà, j'avais l'impression d'être dans un film. Et là, c'était moi, j'étais dans ce film, ça y est. Et donc de survoler, de voir le fleuve Xingu qui est un affluent de l'Amazone, et waouh. Et puis et ensuite de me rapprocher de leur village comme un trou dans un green golf, vous voyez, vraiment tout autour la jungle et ce petit trou, parce que les villages sont de forme circulaire. Et ensuite, quand l'avion a atterri, et voilà, les enfants tous peints, parce qu'en fait ils se peignent donc de peinture avec un pigment qui reste 10-15 jours sur la peau. Donc ils ont tous encerclé plein d'enfants encerclé l'avion et les adultes pour accueillir Raoni et m'accueillir aussi. Donc c'était voilà, assez fabuleux. Et ensuite, voilà, le cortège nous a suivis jusqu'à la maison de Raoni, donc une grande hutte. Et moi, j'avais appris le portugais du Portugal, mais bon, déjà, donc eux parlent. Enfin, déjà en arrivant au Brésil, il y a une grosse différence entre le portugais du Brésil et le portugais du Portugal. Puis en arrivant chez eux, je ne parlais pas leur langue, donc je me laissais guider en fait. J'avais confiance. Et donc chaque rencontre, c'était voilà, je me rappelle de la sœur de Raoni qui est maintenant décédée, qui était une vieille dame bossue avec
ces peintures qui étaient impressionnantes. Et qui est venu me voir, parce qu'après, donc j'avais suivi le cortège, suivi Raoni, j'avais pas trop, voilà, tout le monde transportait j'avais des affaires, on les transportait, mis dans un endroit de la hutte. Après, je me suis assise sur un hamac, et puis elle était venue me voir, elle m'avait touché les cheveux, et c'était, je sais pas, c'était magique. Et ensuite, je me suis laissée guider par eux, par les enfants. Ça n'a pas été toujours facile au départ, parce qu'au départ, Raoni était là, puis ensuite il est parti. Il m'a dit oui, bon, Kokona, maintenant c'est ta sœur, donc c'est l'une de ses filles, et donc elle va t'apprendre notre culture. Mais après, quand il est parti, Kokona, elle voulait plus trop s'occuper de moi. Maintenant, on s'adore. Et donc j'étais un peu, et puis aussi, quand il était là, je participais aux activités, mais après, il était plus là. Alors, des fois, je voyais des gens partir dans la jungle. Alors, je me demandais, est-ce que je peux venir avec vous ? Non, il y a des jaguars. Voilà, on veut pas. Et donc, ce sont les enfants qui, d'abord, quand même, après que Raoni soit parti, qui m'ont vraiment accueilli, étaient auprès de moi. Et, donc, des enfants, voilà, des vrais petits adultes super géniaux, vraiment, qui savent. Et puis ensuite, les femmes, petit à petit, se sont ouvertes à moi, où en fait, à un moment, j'étais au bord du fleuve Xingu, et puis une barque est arrivée, un canot avec des femmes, et donc elles transportaient des fruits, des bananes, du manioc, et donc j'en ai aidé une, qui est devenue ma première copine, Mlay Kumti, et qui m'a ensuite invitée chez elle. Donc j'ai commencé à participer aux activités des femmes. Ensuite, les femmes m'ont accueillie. Puis ensuite, les hommes ont vu que les femmes m'avaient accueillie et donc se sont ouverts à moi. Puis, donc c'était vraiment une rencontre avec ce peuple progressivement. Et aussi une rencontre avec la forêt. Parce que, c'est vrai que j'ai grandi quand même... donc dans les Landes, donc vraiment, donc avec mes parents et ma sœur, on vivait vraiment en pleine forêt. Donc c'était un peu j'allais toute seule dans la forêt des Landes. Mais finalement frustrée quand même enfant, parce que j'étais passionnée par la nature, mais j'avais envie d'en savoir plus. Et j'avais personne à côté de moi pour m'expliquer les insectes et là, avec les kayapos, ils m'ont ouvert les yeux sur la nature. C'est fabuleux d'être avec eux. Même les enfants, de comprendre. Ah, là, t'as l'insecte, tu vois ça. Là, le poisson, il mange tel autre poisson. Donc, pour pouvoir le pêcher, on va aller chercher tel fruit ou telle plante, tu vois, et pour soigner tel mot, les maux d'estomac. Donc, ils m'ont aussi... C'était une rencontre avec ce peuple et aussi avec la forêt, avec le vivant, qui est grandiose. Voilà. Et vraiment, je trouve que on cherche, on parle de technologie, et on s'écarte du bonheur. En fait, quand je suis avec eux, vraiment, ils ont le minimum au niveau matériel, et ils ont l'essentiel. Ils sont heureux, et la nature est magnifique. Donc si on veut trouver le bonheur, essayons de faire le chemin vers la nature et détachons-nous des technologies qui nous tirent du bonheur. Merci beaucoup. Tu nous as amenés avec toi vers eux, bien sûr. La simplicité de ces peuples ne veut pas dire l'absence de la profondeur. Et leur humanité est si riche que forcément, à leur contact, nous nous embellissons. Simplicité matérielle. Parce qu'après, au niveau... Et parce matériel. Et parce qu'aussi, c'est un... je veux dire, sur la planète, il y a différentes sociétés, différents types de développement, et ce sont des peuples qui attachent de l'importance à l'immatériel. Au niveau organisation sociale, politique, spirituelle, sont d'une complexité, vraiment. Puis au niveau aussi savoir, ce sont des savants. Je veux dire, depuis tout petit, les enfants vont dans la forêt, apprennent auprès des anciens le comportement des animaux, les plantes médicinales. Ce sont des maîtres en pédologie, ce sont des maîtres en zoologie, ce sont des vrais savants. Mais par contre, le matériel, pour eux, ils n'ont pas besoin d'avoir tout ce qu'on a pour être bien. Ça leur va. Même ceux, par exemple, il y en a certains qui vont en ville
et qui peuvent avoir de l'argent, c'est pas pour ça qu'ils vont s'acheter plein de choses. Non, ils sont bien dans leur maison avec le strict minimum matériel. Mais par contre, voilà, au niveau spirituel, immatériel, ils ont des connaissances d'une richesse phénoménale. J'allais dire, tu nous mets l'eau à la bouche, ça nous donne envie d'entendre et de découvrir. Bien sûr qu'il y a une richesse. C'est pour ça que je parlais de cette simplicité de vie qui cache une profondeur. Merci beaucoup. Et qui permet d'être plus libre, parce qu'on a moins d'attachement au matériel. Et donc, le non-attachement... Et du temps, bien sûr. Voilà. Johan, toi aussi, tu nous as mis l'eau à la bouche en nous parlant des écocides de ce voyage. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement de ces rencontres? Tu dis ça m'a beaucoup changé d'avoir rencontré ces personnes. Et est-ce qu'il y aurait peut-être, je ne sais pas, un dénominateur commun malgré la diversité des gens que tu as rencontrés? Est-ce que tu as ressenti, repéré quelque chose qui pourrait être une sorte de fil conducteur de toutes ces personnes? Ou sont-ils vraiment tous radicalement différents, etc. Et quelle est l'expérience qui t'a marqué aussi? Ouais, alors, eh bien, quand on est parti avec ma compagne, avec Fanny, du coup, avec qui en fait on s'était projeté en disant on va aller dans les écolieux et on va récupérer sur une feuille toutes les alternatives qui sont les meilleures en fait. On va les répertorier, puis on va revenir en France et on va aller à l'Élysée, on va leur dire voilà, vous avez toutes les alternatives là, on fait ça et c'est gagné. Je caricature un peu, mais c'était une vision un peu très naïve en fait que j'avais. C'était de penser que j'allais aller récolter des alternatives extérieures qui vont emmener un changement intérieur. Et en fait, la première, dans le premier écolieu qu'on est arrivé, en fait, on nous a réellement montré et dit que on pourrait avoir la meilleure alternative qui révolutionne notre vie. Si on n'arrive pas, vous et moi, à se mettre d'accord, à être en contact et en lien, l'alternative ne sert strictement à rien. Si on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à être autrement, si on n'arrive pas à voir le monde différemment, l'alternative ne sert à rien. Et ça, c'était extrêmement puissant dans ma manière de percevoir les choses, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on met en place à l'extérieur, qu'on pense être bien, comme des pansements au monde, eh ben, les écolieux, c'est ça que j'en ressors. Le chemin, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et finalement, ça fait un peu écho à tout ce qui a été dit. Donc j'ai l'impression de faire de la redite. Donc désolé pour ça. Mais il y a vraiment cette idée de... En fait, si on veut changer, si on est d'accord avec le fait qu'il faut changer quelque chose, et quand on voit tous qu'il faut changer, maintenant c'est savoir, est-ce qu'on est prêt à changer? Est-ce qu'on est capable de changer? Pour se changer, il faut aller s'ouvrir, se donner cette possibilité. Et c'est ce que font les écolieux, c'est que l'intérieur et l'extérieur ne sont pas deux choses distinctes, mais sont pareils en fait. Il n'y a plus de frontières, mais c'est un continuum. Et alors pas tous les écolieux non plus font ça, il y a des diversités. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui se cassent la gueule, parce que c'est une aventure aussi ici humaine, dans le sens où la situation catastrophique provient de l'agissement de l'être humain, et donc c'est aussi en nous qu'il faut qu'on aille voir pour changer. Et donc j'avais une idée, puis là elle vient de partir au moment où je voulais le dire. Bon, c'est pas grave, mais il y a cette idée que... Ah mince. Ah, c'était la meilleure idée de la soirée en plus, peut-être. Désolé, vous l'aurez pas.
Je sais plus, je m'arrête là. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abdelhak, tu nous as parlé du cosmos. Alors là, on est parti très loin dans une dimension. Johan disait 1 milliard, se représenter 1 milliard, c'est compliqué, mais alors se représenter 100 milliards de cette dimension incroyable du cosmos. Pour autant, je souhaiterais t'inviter à revenir sur la Terre que tu as bien décrite par rapport à la situation et de dire, puisque je vois les assises de la sagesse, quel serait pour toi, à travers les différents points de vue, tout ce qu'il y aurait à dire, la chose peut-être la plus essentielle, la plus capitale. Imaginons que tu doives partir et qu'il faut que tu laisses un message court, essentiel. Quel serait-il ? Oui, c'est une question à laquelle je me prépare à répondre parce que je me dis qu'un jour je partirai, effectivement. Voyage, je parle. Non, mais même pour un voyage sans retour. Et qu'est-ce qu'on laisse ? Qu'est-ce qu'on laisse à l'humanité ? Je repense à mes parents, tu vois, à cette occasion. Qu'est-ce qu'ils m'ont laissé ? Qu'est-ce que nos parents nous ont laissé pour ceux qui ont évidemment perdu leurs parents ? Moi, j'ai perdu mes parents il y a quelque temps. Et je pense que mon père m'a laissé le goût de la connaissance et ma mère le sens de l'amour inconditionnel, comme une mère peut avoir pour ses enfants. Et je pense que ce sont évidemment deux grands messages extraordinaires parce que nous avons besoin de connaître la réalité et c'est ce que nous essayons de faire ici ensemble. La sagesse, c'est la connaissance de la réalité. C'est évidemment dépasser les illusions, dépasser ces fantasmes. Hein, et arriver à la connaissance de la réalité. Et après, pour agir, nous devons nous baser sur cette connaissance pour agir avec amour. Voilà. Je pense que ce sont les deux messages qui ont guidé ma vie, hein, la connaissance et l'amour. Et nous avons besoin de cela. Nous avons beaucoup d'informations avec, évidemment, l'Internet, mais les publications scientifiques, le nombre de livres qu'il y a. Et nous n'avons jamais eu si peu de connaissances, finalement. Parce que dans cette masse d'informations, nous ne savons plus où est le vrai, où est le faux. Et comme vous le savez, les algorithmes des réseaux sociaux, de Facebook ou de YouTube, concourent à cette confusion parce qu'ils sélectionnent systématiquement les vidéos ou les informations ou les désinformations qui vous plaisent, que vous avez tendance à regarder. Donc, ils ne vous donnent jamais un point de vue contradictoire, qui permettrait de vous élargir l'esprit. Et finalement, évidemment, l'humanité n'a jamais eu autant d'occasions de se connaître et de s'engager dans une fraternité. Et pourtant, on constate le repli sur soi des communautés, des gens, hein, l'incompréhension réciproque. Ce qui m'a beaucoup frappé récemment, c'est une de mes anciennes étudiantes indiennes qui travaille donc en France. Et un jour, je lui ai dit, mais tu sais que moi, j'allais au Pakistan, j'ai visité l'Inde, le Pakistan, etc. J'ai beaucoup voyagé professionnellement, mais aussi pour des conférences sur le dialogue des religions et des spiritualités. Et je lui ai dit, tu sais, l'ourdou qu'on parle au Pakistan, c'est la même langue que l'hindi, que celle que tu parles toi. Elle est vraiment stupéfaite. Comment ? Parce qu'en fait, en Inde, on a appris que les Pakistanais, c'est l'ennemi. Ils écrivent cette langue qui s'appelait autrefois l'hindoustani, avec un alphabet dérivé du persan, alors qu'en Inde, depuis la résurgence d'un mouvement fondamentaliste indien à la fin du XIXe siècle, on écrit l'hindi avec l'écriture du sanskrit et la Devanagari. Et donc, il pensait que c'était deux langues différentes. Elle n'a jamais rencontré de sa vie un Pakistanais. Quand je suis allé au Pakistan, ils n'avaient jamais rencontré de leur vie un Indien. Et pourtant, ils sont rapprochés par la même histoire, parce que c'était le même pays, la même culture, les mêmes affrontements contre les colons anglais. Et maintenant, ils sont en train de se séparer. L'ourdou est en train d'abandonner les termes d'origine sanskrit qui se trouvent
dans la langue. Et en Inde, ils sont en train, comme vous le savez, avec le gouvernement maudit, d'abandonner les termes d'origine persane et arabe qui se trouvent dans l'hindi. Voilà un exemple d'absurdité dans laquelle nous sommes engagés. Et je pense effectivement que nous manquons d'amour, nous manquons de fraternité, comme ça a été dit. J'espère que c'est ce message que je laisserai à mes fils au moment de partir. Merci à toi. Je vous laisse la parole. Soulagez-moi d'animer une table ronde parce que je ne suis pas un spécialiste de ça. Je vous laisse poser des questions. Merci. Alors, est-ce qu'à votre avis, l'augmentation de la population mondiale pose ou va poser un problème par rapport à notre nécessité de transformation par rapport à l'appel du vivant? J'observe que dans beaucoup d'exemples qu'on donne, alors c'est typique effectivement avec les peuples autochtones, on est sur des petites communautés. Voilà, j'imagine, alors je ne connais pas l'Inde et le Pakistan, mais vous en parliez à l'instant. Je pense que quand on est dans des régions surpeuplées de l'Inde et du Pakistan, c'est plus compliqué d'aller se promener en forêt, etc. Mais voilà, donc est-ce que le fait qu'on soit très nombreux sur Terre, que la population a priori va continuer à augmenter, est-ce que c'est un élément voilà, qui peut jouer dans notre transformation par rapport à l'appel du vivant? Alors, les projections de l'ONU laissent penser qu'on pourrait atteindre une dizaine de milliards d'habitants dans le courant du XXIe siècle, mais au fur et à mesure que les sociétés développent, au moins au sens de l'éducation, le nombre d'enfants diminue rapidement. Le problème n'est pas tant le nombre de personnes qui vivent sur Terre que les aspirations qu'elles ont à la consommation. Un Indien consomme, je pense, en termes d'équivalent CO2, 150 fois moins qu'un Qatari. 150 fois moins qu'un Qatari. Donc, si on consomme tous comme des Indiens, tout va bien. Évidemment, si on veut tous consommer comme des Qataris ou des Américains, et là, ça ne va plus. Donc le problème n'est pas tant le nombre de personnes que l'ambition, l'aspiration à la consommation des gens, le modèle de consommation des gens. Alors effectivement, qu'est-ce qui peut se passer dans le futur si on n'entend pas l'appel du vivant? Alors il y a, évidemment, on va aller vers des catastrophes toujours plus grandes. Et il y a un espoir, à mon avis, fallacieux et une réalité très sinistre qui se profile à l'horizon. Si on n'entend pas l'appel du vivant, et on est là pour l'entendre et pour le propager, l'espoir fallacieux, c'est ce qu'on appelle la singularité technologique. C'est-à-dire que les technosolutionnistes disent la technologie résoudra les problèmes causés par la technologie. Et effectivement, on peut se poser la question. La technologie est utile, mais force est de constater que l'accroissement de la technologie a créé des problèmes qui sont de plus en plus difficiles à résoudre. Mais comme il y a des gros problèmes, on attend une grosse solution. Alors, évidemment, il y a plusieurs candidats. L'intelligence artificielle est un de ces candidats. On va confier nos problèmes à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle va résoudre les problèmes que notre bêtise naturelle n'a pas résolus. Permettez-moi d'en douter, parce que l'intelligence artificielle reproduit les biais que nous lui enseignons, puisqu'on enseigne, on éduque l'intelligence artificielle, et on constate que l'intelligence artificielle est aussi limitée, aussi sexiste, aussi raciste que les concepteurs de l'intelligence artificielle. Donc, je ne pense pas que l'intelligence artificielle puisse être la singularité. On parle des robots, aussi de la robotique. Vous voyez, Elon Musk propose de vendre des robots massivement. Il n'y aura pas de solution technologique aux problèmes créés par la technologie. La technologie consomme des ressources. Or, le problème, c'est que nous sommes limités par les ressources. Donc, s'il n'y a pas de singularité technologique, à ce moment-là, ce qu'on nous prépare, c'est ce que moi j'appelle le décrochage. La locomotive décroche les wagons.
Et la locomotive, ce sont les pays riches par rapport aux pays pauvres, et les gens riches par rapport aux gens pauvres dans les pays riches, et les gens riches par rapport aux gens pauvres dans les pays pauvres. Décrochage. Hein, voilà. Pour continuer à consommer massivement, il ne faut pas être 10 milliards, il faut être 1 milliard. Donc on va tout faire pour que finalement la population sur Terre diminue d'un facteur 10, et on n'a pas grand-chose à faire. Il suffit de mettre des barrières entre le nord et le sud, et les gens qui sont au sud seront victimes de toutes les calamités que le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, etc. vont produire. Et ça, c'est ce qui se prépare. Hein, quand Donald Trump dit « je veux acheter le Groenland », c'est ça qui se prépare. C'est-à-dire les plus riches vont mettre leurs avoirs en sécurité, vont créer une sorte de micro-société, enfin relativement étendue peut-être, parce qu'ils ont besoin quand même pour produire toute leur richesse d'un certain nombre de personnes. Mais tous les gens qui ne sont pas nécessaires à l'entretien des ultra-riches ou des riches seront victimes du réchauffement climatique. Ils ne seront plus utiles dans le nouveau modèle. Et ça, c'est la fin de l'humanité. C'est la fin de l'humanité, en tout cas, au sens où l'humanité, c'est une fraternité spirituelle dont j'ai parlé tout à l'heure dans mon exposé. C'est vraiment que le diable l'emporte. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Barjavel, hein, que le diable l'emporte. Voilà. Il y a quelque chose d'eschatologique, hein, on n'a pas prononcé ce mot-là, d'eschatologique dans ce qui est en train de se produire. Hein. L'eschatologie, c'est le dévoilement des fins dernières. Hein. Là, l'humanité fait face à un défi considérable. Va-t-elle garder son âme dans ce défi? Et garder son âme, ça veut dire respecter la nature, respecter le vivant et partager les ressources, se contenter du peu pour que tous et toutes nous puissions continuer cette aventure de l'humanité. Hein. Sinon, les quelques survivants, quelque part au Groenland, entourés par évidemment des zones complètement invivables, hein, eh bien, ils auront peut-être conservé leur vie, mais ils auront perdu leur âme. Une autre question ? Alors, en contrepoint, quelle tendance positive et quels espoirs vous nous donnez? Et agissons, faisons tous du mieux que nous pouvons en restant positifs et avec amour. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi changer les choses. Voilà, je ne dis pas que ce que tu as présenté n'est pas ce qui pourrait arriver, mais je pense que voilà, il faut aussi soi-même rester dans le positif, parce que quand on est dans le positif, on a plus aussi de pouvoir d'action. Par exemple, moi-même, beaucoup me disent « Ah, tu es encore auprès des peuples autochtones après tout ce qui se passe ?» Mais parce que, par exemple, sous Bolsonaro, il y a eu beaucoup d'assassinats, la déforestation de l'Amazonie a augmenté énormément. Mais si je m'étais focalisée sur ça, j'aurais été désespérée et j'aurais plus rien fait. Donc c'est sûr que la situation est pas facile, que les déforestations augmentent dans le monde, le changement climatique, ça c'est une réalité. Mais je pense qu'il faut aussi cultiver en soi l'optimisme, l'action, l'engagement, faire de notre possible. Alors de notre possible, on peut tous faire quelque chose. C'est-à-dire, je sais pas, mener des projets, ça peut être de grande ampleur, mais aussi agir auprès des enfants, si on est dans l'éducation, agir auprès de nos enfants, voilà, semer des graines. Car il y a quand même beaucoup d'actions dans le monde qui se déploient, et donc faisons notre part, voilà. Et après, partons de cette planète heureux d'avoir fait notre possible et d'avoir permis à d'autres de le faire aussi. Parce que, voilà, en parlant, en étant là, on sème des graines chez d'autres gens. En parlant à nos enfants, en montrant l'exemple, on sème des graines chez eux. Ils vont aussi agir et semer des graines chez d'autres.
Donc voilà, la vie est belle aussi et on a de la chance d'être ici, ensemble, sur cette planète. Et donc profitons de la nature, faisons de notre mieux et voilà. Et soyons dans le partage et dans de belles énergies positives. Alors, je réfléchissais pendant que tu étais en train de parler. Si ça vient sur moi, je suis dans le pétrin. Et ça vient sur moi. Mais non, pour être tout à fait honnête, pour rester alerte, en fait, je pense sincèrement que la question de l'optimisme ou du pessimisme est une question qui n'a plus de sens à l'heure actuelle. En fait, je pense sincèrement que ça peut être des poisons d'une certaine manière, et que en fait, l'heure n'est plus à la question de l'optimisme ou du pessimisme. Je pense que, en fait, d'une certaine manière, on peut rester bloqué avec ces questions-là, avec cet état-là, parce que l'optimisme, ça fait appel à quelque chose, une projection dans l'avenir bonne, mais où on est optimiste que il y a quelque chose qui va arriver, que ça va être bien. Il y a quelque chose qui va nous sauver d'une certaine manière et ça va être bien. Et en fait, si on voit l'optimisme comme ça, et ben dans ce cas-là, ça ne nous met pas en mouvement. En fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intellect et c'est une projection, ça nous met pas en mouvement. Parce qu'on espère qu'il y a quelque chose. Et donc, on le prend pas pour soi. Et le pessimisme, c'est pareil, c'est l'idée de dire, en fait, il n'y a rien à faire. En fait, je peux plus rien agir, je peux plus rien faire. Et donc... Quand je disais optimiste, c'est plus rester positif et agir dans le présent et sans se projeter. Enfin voilà, pour garder cette énergie positive pour agir et pour être heureux au quotidien et en participant au bien. Mais pas sans se dire oui, mais tout va bien et tout ira bien. Mais en étant dans le négatif, tout de suite, ça coupe l'action, ça coupe le moral. Donc, oui, de rester positif, mais aussi optimiste quand même, mais pas dans l'optimisme, tout va bien, et puis je ferme les yeux, et puis je fais rien. Plutôt, voilà, être dans l'instant, positif et d'agir. Oui, voilà, moi j'imagine quelque chose comme... moi, personnellement, je suis ni optimiste, ni pessimiste, voire, si je devais me catégoriser, je suis plutôt dans le pessimiste. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'assume pleinement mes douleurs, mes souffrances et la vision que ça a de la réalité, paradoxalement, ça me donne une puissance d'agir énorme et un lien aux autres qui est énorme. Et donc, je pense qu'on a une tendance à vouloir chasser le négatif pour être sur du positif, ce qui peut être pas mal sur certains points, et encore, que je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais en fait, on a peur de nos ombres. On a peur de ce qui est là et de souffrir et autre chose. Et le message que Johanna Messi nous propose aussi dans le travail qui relie, mais en éco-psychologie, on le voit aussi, mais c'est qu'on ne se rend pas compte de la puissance que ça a de se reconnecter à ce qui est là, en fait. Et ce qui est là, eh bien, ça fait écho à de la souffrance, mais ça fait écho aussi à beaucoup de joie. Et moi, je suis sensible à une dame que j'ai rencontrée au Chili, dans un écolieu, qui me disait, elle est dans le documentaire qu'on a co-réalisé, elle disait, en fait, qu'elle agit... Elle ne s'occupe pas de savoir si ce qu'elle va faire va avoir des conséquences positives ou négatives, enfin, est-ce que ça va améliorer les choses ou pas, plutôt comme ça. Elle ne se préoccupe pas de ça. En fait, elle disait, à partir du moment que je me reconnecte à la Terre, que je ressens
le vivant et la terre, eh bien en fait, j'ai plus besoin de réfléchir, juste j'agis. Et c'est dans une justesse d'action. Donc on enlève, enfin on se préoccupe pas du résultat, mais en se reconnectant au vivant, donc à la terre, j'ai plus besoin de penser, juste j'agis. Et moi, je trouve ça hyper puissant, en fait, de se rendre compte que quand on est trop dans le bavardage mental, en fait, ça nous emmène nulle part. Et au contraire, ça incite à l'immobilité. Par contre, quand on est posé et qu'on revient sur du terre-à-terre, quand je dis terre-à-terre, c'est sur là, ce qui est ici, maintenant, dans le présent, et ce que je vis dans le présent peut être complètement horrible ou dans la souffrance. Et en même temps, là, je pense à Etty Ellison, par exemple, qui, dans les camps de concentration, elle avait cette puissance de rester en fait en amour pour ses persécuteurs. C'est-à-dire, elle prenait la souffrance et elle en faisait quelque chose, une action, enfin, qui la faisait vivre. Et moi, je trouve que c'est beau ce message. C'est peut-être le temps, enfin voilà, ce que j'avais envie de dire. C'est peut-être le temps, c'est de simplement d'être au contact de la terre et arrêter de trop penser. Très bien. Je voudrais apporter un contrepoint. Être en contact avec la terre, comme tu l'as si bien dit, et d'autres intervenants avec toi, c'est fondamental dès le moment où on en est éloigné, coupé, désombiliqué. Et le contact avec le ciel. Et je pense que ce qu'Émilie voulait dire, c'est la question de la force. Parce que la situation est terrible et elle peut aussi nous embarquer avec elle. Elle peut susciter, l'effondrement extérieur peut susciter un effondrement intérieur. Et je pense que pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ce qui va se produire. Et que ça devient difficile dans cette situation de se reconnecter à la terre. Pouvons-nous, au-delà du bavardage mental dont tu parlais, parce que des deux côtés c'est la même chose, se reconnecter avec le ciel pour avoir la force justement de garder cette capacité d'action et de volonté pour pouvoir porter la parole, le message, ce que chacun de nous peut faire à son niveau. Et cette force-là, il faut aussi que nous la préservions. Rumi disait « habiter la forteresse de l'amour ». Tu vois, ça paraît contradictoire, forteresse et amour. Habiter la forteresse de l'amour, c'est-à-dire protégez-vous aussi de tout ce qui se passe par l'amour, de façon à ce que vous puissiez être des porteurs de lumière, de sagesse, en tout cas de bienveillance et d'action positive. Et je pense que connectons-nous avec la terre, connectons-nous aussi avec le ciel intérieur. Parce que c'est là aussi qu'on peut se régénérer. Ça devient dur aussi pour nous de nous régénérer à l'extérieur. Avec tout ce qui se passe, vous allumez la télé, waouh, tu vois ce qu'on absorbe. Trouvons en nous cette présence qui va nous permettre de garder la force pour aller jusqu'au bout de cette aventure, de ce que nous voyons, et ce qui n'est pas évident. Excusez-moi d'avoir repris la parole. Merci et bravo pour ces apports, ces réflexions, voilà, ces regards. Amélie veut... Émilie veut compléter. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Par exemple, les peuples autochtones. Quand même, depuis, on va dire, l'invasion de l'Amérique, des Amériques, ils auraient pu se dire, bon ben voilà, c'est fini. Et il y a encore des peuples sans contact.
Mais ceux qui sont en contact, voilà, ils sont quand même harcelés et on essaye de leur voler leur terre. Mais c'est pas pour ça qu'ils se disent c'est fini. Alors qu'il y en a plein. Je veux dire, beaucoup, des fois, on me dit mais non. Enfin, encore, c'était il y a 10 jours de ça, on m'a dit non, mais de toute façon, ces peuples vont disparaître. Et pourquoi? Je veux dire, même eux, je veux dire, ils le disent, on est là. On était là quand les Européens sont arrivés, on sera toujours là. Ils sont résistants, ils se battent, mais après, une fois qu'ils sont dans la vie, ils ne sont pas à se morfondre et à se dire c'est horrible, là, et les fermiers, et puis les chercheurs d'or. Non, ils se battent quand ils doivent se battre. Et après, dans le quotidien, ils sont dans l'instant présent, reliés à la terre, reliés dans le partage avec leur famille, dans toutes ces valeurs, et ils célèbrent la vie. Et je pense que voilà, on peut prendre exemple sur eux. Merci.